I will say that I am particularly upset by the handling of this mass matter by the incredible, terrible mass media. At every opportunity, the media has dissected and manipulated these allegations to reach their own conclusions. I ask all of you to wait and hear the truth before you label or condemn me. Don't treat me like a criminal, because I am innocent. Beaucoup de choses ont été dites sur cette fameuse affaire. Et paradoxalement, bien qu'elle ait été abondamment commentée ces 30 dernières années, elle reste extraordinairement mal connue du grand public et des médias qui se sont contentés pendant très longtemps de mettre en avant un petit élément du dossier pour le résumer dans sa globalité. Bien entendu, il ne s'agit pas ici de dire que Michael Jackson a eu raison de penser que partager sa chambre avec un enfant n'allait déranger personne, même s'il s'est toujours vigoureusement défendu d'avoir eu le moindre geste déplacé envers un enfant. Il a toujours expliqué qu'il trouvait dans la compagnie des enfants des compagnons de jeu, des amis qu'il n'avait pas eu étant jeune, et que c'était pour lui une manière de revivre l'enfance qu'il n'avait pas eue. Mais de la même manière, cette vidéo n'est pas non plus un manifeste pour défendre un comportement que notre société qualifie d'inapproprié. Ce n'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui, ce n'est pas ce que je cherche à défendre. Il s'agit plutôt de dire, au-delà des a priori que vous pouvez éventuellement avoir à l'encontre de Michael Jackson, essayons aujourd'hui d'aller au-delà de cette image et essayons de voir si fondamentalement cette affaire reposait sur des faits concrets. Alors je vous préviens que cette vidéo sera un peu longue, mais à la fin vous comprendrez qu'il était impossible et surtout malhonnête de réduire cette affaire à un simple arrangement financier qui n'a d'ailleurs ni stoppé l'enquête, ni été payé par Michael Jackson, ni même arrêté la procédure judiciaire. Vous ne le saviez pas ? Eh bien, asseyez-vous, je vais vous parler de tout ça. Car aujourd'hui, nous allons partir au début des années 90 et retracer cette affaire en s'appuyant sur des faits, des déclarations, des documents d'époque, pour tenter de répondre aux questions les plus couramment posées, mais aussi les fake news qui entourent cette fameuse affaire de 1993. Comme je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, Michael Jackson a rencontré le jeune Jordan Chandler totalement par hasard. Nous sommes en mai 1992 et Michael Jackson circule dans Los Angeles quand sa voiture tombe soudainement en panne. Il trouve finalement de l'aide chez un loueur de voitures non loin de là. À son arrivée, il tombe sur Dave Schwartz qui, très surpris par ce visiteur peu commun, décide d'appeler sa femme, June, qui accourt aussitôt avec ses deux enfants, Jordan et Lily, qu'elle a eu d'un précédent mariage avec Evan Chandler, un dentiste qui vit aussi à Los Angeles. Jordan Chandler est très fan de Michael Jackson et lui explique qu'il avait notamment envoyé un dessin à son fan club juste après l'accident sur le tournage du spot de pub Pepsi en 1984. Après que son problème de voiture fut réglé, Michael prend congé de la famille et décide de laisser son numéro de téléphone. June Schwartz reprendra contact avec Michael quelques semaines plus tard et ils échangeront plusieurs appels téléphoniques entre mai 92 et février 93, date à laquelle elle et ses enfants seront invités pour la première fois à Neverland. Ils y reviendront plusieurs fois et une amitié se crée entre Michael et cette famille, au point qu'il commence à les inviter lors de ses voyages, notamment à Las Vegas et à Monaco lors des World Music Awards, où le public et la presse se questionneront à propos de ses enfants et cette femme qui accompagnait Michael partout. Le tabloïd anglais The National Enquirer sortira même un article quelques jours plus tard avec le titre « La famille secrète de Michael Jackson ». C'est au cours d'un de ces voyages qu'après avoir visionné un film d'horreur jusque tard dans la nuit, Jordan, terrorisé, demandera à Michael s'il pouvait rester dans sa chambre cette nuit-là. Dès lors, quand il aura l'occasion de voir Jordan au cours des mois suivants, ils partageront plusieurs fois la même chambre, parfois avec d'autres invités, parfois avec la sœur de Jordan. Et comme souvent avec Michael Jackson, le lien qu'il tisse avec June et ses enfants devient très vite important pour lui. Ses proches ont souvent expliqué qu'il était en perpétuel manque d'amis et d'affection, et qu'il trouvait donc dans les liens qu'il tissait avec ses familles une manière de pallier à l'isolement et à la solitude que générait son statut de star, quitte parfois à passer à côté d'alertes qui auront des conséquences désastreuses. À cette époque, Evan Chandler est un père absent. Il s'est aussi remarié de son côté et semble peu concerné par ses enfants.
il n'exerce pas son droit de garde et doit aussi plusieurs dizaines de milliers de dollars de pension alimentaire à June. Il exerce en tant que dentiste, mais essaye dans le même temps de percer comme scénariste pour le cinéma. Quand il apprend que son ex-femme et ses enfants côtoient Michael Jackson, il commence soudainement à reprendre contact. Grâce à cela, il finit par le rencontrer en mai 93, mais Evan semble loin de partager l'enthousiasme de son ex-femme à son sujet. Il déclarera plus tard qu'il avait l'impression de voir un gamin plutôt qu'une star. Un gamin qui passait beaucoup de temps avec son fils et qui semblait avoir beaucoup d'influence sur lui. Il n'était pas non plus ravi d'apprendre que Jordan et Michael partageaient parfois la même chambre. Mais dans un premier temps, il finira par s'accommoder de cette relation et invitera même Michael chez lui à plusieurs reprises, à l'occasion de week-ends avec les enfants. Voyant Michael attaché à Jordan et Lily, il lui suggéra même de financer la construction d'une extension, puis d'une nouvelle maison pour accueillir tout le monde et qu'il puisse rester avec eux. Mais les semaines passant et voyant son fils très attaché et désireux de passer de plus en plus de temps avec Michael Jackson qu'il ne voulait en passer avec lui, Evan commence à devenir de plus en plus nerveux et jaloux. Selon lui, cette relation qui l'éloignait de son fils devenait de plus en plus agaçante et il commençait à proférer des menaces à l'encontre de June et Dave en leur disant qu'il leur volait son enfant pour le mettre dans les bras de Michael. Un Michael qui bottait d'ailleurs en touche quand il essayait d'évoquer avec lui ses projets de film. En juin 1993, Evan contacte donc son avocat et désire revoir les termes de son divorce avec June pour voir s'il ne peut pas récupérer la garde de son fils. D'ailleurs, lors d'une rencontre improvisée avec Dave Schwartz où ils mettront carte sur table, il explique qu'il veut récupérer absolument la garde de son fils et veut l'éloigner à tout prix de sa relation avec Michael Jackson. Quelques jours plus tard, il engage l'avocat Barry Rothman qui prendra le dossier en main. Evan lui explique qu'il veut la garde de son fils car sa femme ne s'en occupe pas assez bien et laisse Jordan passer beaucoup trop de temps avec Michael. Evan explique aussi qu'il pense que Michael Jackson est homosexuel et Jordan aussi, et que la relation entre deux n'est pas normale. C'est peu après que June et Dave Schwartz décident d'enregistrer leur conversation téléphonique avec Evan, qui devient plus menaçant que jamais envers Michael. Des extraits de ces conversations ont d'ailleurs été diffusés à la télévision quelques mois plus tard. Laisse-moi te dire une chose, Dave. Personne dans ce monde ne peut se mettre entre June, Jordan et moi. Tout va se dérouler selon un plan que je ne suis pas le seul à échafauder. Il y a d'autres personnes impliquées. Des avocats, j'en ai vu plusieurs, mais j'ai choisi le fils de le plus perfide. Ce type va détruire tout le monde à vue, de la manière la plus tordue, perfide et cruelle qu'il pourra. Ce sera un massacre si je n'obtiens pas ce que je veux. Parce que June, Jordan et Michael m'ont forcé à aller à l'extrême pour attirer leur attention. Combien ils ont été pitoyables et pathétiques d'avoir fait ça. June et Dave prennent peur et décident de contacter un avocat, Michael Freeman, et décident aussi d'aller voir Michael Jackson en juillet 93 pour lui faire écouter ses bandes. Une rencontre est organisée avec Michael, qui est alors avec son détective privé, Anthony Pellicano, et son avocat Bertram Fields. Et quand Fields entend le contenu des bandes, il est inquiet. Il comprend les intentions d'Evan et de son avocat vis-à-vis de Michael et de Jordan, et selon lui ça ressemble, je cite, à une extorsion de fonds. Anthony Pellicano prend alors les devants en interrogeant Jordan Chandler en privé et en lui posant des questions claires et directes, à savoir s'il a déjà vu Michael Jackson nu, si Michael l'a déjà touché de manière inappropriée. À toutes les questions, Jordan Chandler répondra non. À la fin de l'interrogatoire, Pellicano expliquera qu'il était convaincu que rien ne s'était passé. Mais Evan continue d'insister auprès du tribunal pour avoir son fils, et June décide finalement de le laisser aller une semaine chez son père pour calmer le jeu. Selon l'article de Mary Fisher pour le magazine GQ, c'est durant cette période qu'il prodiguera des soins dentaires à Jordan en lui administrant de l'amytal sodium, un puissant produit autrefois utilisé comme sérum de vérité, mais abandonné au début des années 90 car les études avaient montré qu'il plongeait le patient en état d'hypnose et le rendait influençable. En outre, il était possible de suggérer de faux souvenirs à une personne sous amytal. Fisher a obtenu cette information d'Harvey Levin, un journaliste de KCBS TV, et qui fondera quelques années plus tard le site TMZ, un site racoleur, mais tellement bien informé qu'il est aujourd'hui reconnu implicitement comme une source sûre. On ne peut donc pas prendre cette information comme un fait irréfutable,
Mais ce qui est sûr, c'est que personne dans le camp de Chandler n'a réfuté le fait qu'Evan avait, en juillet 93, mis son fils sous sédation simplement pour arracher une dent de lait. Et c'est aussi durant cette période qu'Evan emmènera son fils chez son avocat Barry Rothman pour une réunion à huis clos. Évidemment, on ne sait pas ce qui s'est dit durant cette réunion, mais en tout état de cause, c'est à la fin de ce séjour chez son père que Jordan changera de version. Quelques jours plus tard, Evan Chandler et Barry Rothman contactent donc les avocats de Michael Jackson et réclament une entrevue. On est alors le 4 août 1993. Cette réunion du 4 août réunissait d'un côté Michael Jackson et Anthony Pellicano, et de l'autre Evan Chandler et Jordan qui, selon Pellicano, se précipita dans les bras de Michael quand il entra dans la pièce. Evan sortit alors le rapport d'un psychiatre, le docteur Mattis Abrams, qui avait selon lui recueilli le témoignage de Jordan. Il lira toute la lettre du psychiatre, notamment les passages qui citaient les lois pénales contre les abus sexuels sur mineurs. Et selon Pellicano, Jordan, qui regardait le sol pendant la lecture de cette lettre, a soudainement levé la tête avec une expression de surprise comme pour dire « Je n'ai jamais dit ça ». De son côté, Michael, qui semblait horrifié, tenta d'expliquer à Evan qu'il se trompait et qu'il n'avait jamais rien fait de tel. Mais devant ces menaces, le ton monta entre Pellicano et Chandler et l'entrevue tourna court. Pour autant, Evan n'ira toujours pas voir la police et continuera de réclamer des entrevues avec Anthony Pellicano et précisera un peu plus ses intentions. Evan demande 20 millions de dollars où il menace de porter plainte contre Michael Jackson pour abus sexuels sur son fils. Evan et son avocat expliquaient en substance 20 millions de dollars et personne n'entendra parler de ces accusations. Mais Michael Jackson refusa catégoriquement cette proposition. Il expliquait ne jamais avoir rien fait de déplacé et ne voulait pas accepter ce chantage. D'ailleurs, si on part du principe qu'il était coupable, on peut s'interroger sur le fait de ne pas avoir saisi l'occasion d'étouffer cette affaire en silence. Mais conscient d'avoir pris beaucoup de place dans la vie de Jordan, il proposa à Evan de financer l'écriture de plusieurs scénarios avec son fils pour leur permettre de se rapprocher et communiquer. Mais pendant que ces négociations avaient lieu, June intenta une action en justice pour récupérer la garde de Jordan. En effet, Evan, qui ne devait garder son fils que pendant une semaine, ne l'avait jamais rendu à sa mère. Le 16 août 1993, Evan se retrouve donc assigné au tribunal pour s'expliquer. Et étrangement, pendant l'audience, il ne dit pas un mot sur les raisons de ne pas avoir rendu Jordan à sa mère. Il aurait par exemple pu dire « Je n'ai pas rendu Jordan à sa mère car je le pense en danger avec elle, étant donné qu'elle fréquente Michael Jackson et que je le soupçonne de mal se comporter avec mon fils. » Mais rien. Il ne dira pas un mot sur ça, et bien sûr pas un mot sur ses négociations avec les avocats de Michael Jackson. Et en l'absence de ces faits, le juge leur donne donc de rendre Jordan à sa mère. Faisons juste une pause un instant. À ce moment précis de la chronologie des faits, cela fait plusieurs mois qu'Evan Chandler pense que Michael Jackson a abusé de son fils. Et mis à part des négociations entamées avec ses avocats où il réclame 20 millions de dollars, aucune plainte n'a été déposée. Pour le moment, il se contente d'essayer d'obtenir 20 millions de dollars de son côté, sans en parler à son ex-femme et sans en parler aux autorités. Mais coincé par cette ordonnance du juge qui le somme de rendre Jordan à sa mère, Evan se retrouve coincé et ne peut plus continuer les négociations avec le camp Jackson. Il finit donc par déclencher la procédure judiciaire. Nous sommes le 17 août 1993. Une plainte est officiellement déposée à l'encontre de Michael Jackson pour abus sexuels sur mineurs. La police est désormais informée, le travail d'enquête commence et les premières perquisitions sont effectuées. Non, c'est faux. Lorsque la plainte a été déposée le 17 août 1993, la police a très vite mené des perquisitions dans les propriétés de Michael, notamment à Neverland et dans son appartement privé de Los Angeles. D'ailleurs, Michael était absent à ce moment-là car il était en pleine tournée pour le Dangerous Tour. Mais 10 jours plus tard, un article du Los Angeles Times, citant une source proche de l'enquête, indiquait que rien d'anormal ou de compromettant n'avait été retrouvé. De nombreuses cassettes vidéo avaient par exemple été saisies, mais aucune ne contenait des enregistrements incriminants.
À ce stade de l'enquête, aucune preuve ou élément matériel ne permettait d'inculper Michael Jackson. Les enquêteurs se sont alors tournés vers d'autres enfants et parents qui le côtoyaient à l'époque et ont procédé à de nombreux interrogatoires. Tous ont déclaré ne jamais rien avoir vu ni subi. À la fin de l'enquête, un an plus tard, aucun document permettant de prouver un quelconque penchant pédophile n'a été retrouvé chez Michael Jackson. Pas une photo, pas un écrit, pas un livre, pas une vidéo, rien. Rappelons également que détenir des documents à caractère pédopornographique est un délit aux États-Unis et que malgré plusieurs perquisitions effectuées en 1993 comme en 2003, Michael Jackson n'a jamais été condamné pour détention de tels documents. Ça, c'est ce que veulent faire croire certains articles. Mais en vérité, rien ne permet d'affirmer cela. Lorsque Michael Jackson rentre aux États-Unis après avoir annulé le reste de sa tournée, il est sommé par décision de justice de se soumettre à un examen et à une séance photo de son corps et de ses parties intimes. La police prendra plusieurs clichés qu'ils enverront ensuite au procureur Thomas Snedden. Car Jordan Chandler aurait fait une description précise des parties intimes de Michael, en parlant notamment d'un sexe circoncis et de taches spécifiques. Et Snedden voulait donc voir si la description correspondait avec les photos prises ce jour-là. Il s'avère que Michael souffrait d'une forme du vitiligo, une maladie qui dépigmente la peau de manière irréversible et qui produit des taches, notamment dans les parties génitales. Il avait d'ailleurs publiquement annoncé être atteint de cette maladie lors d'une interview accordée à Oprah Winfrey quelques mois plus tôt. À ce stade de l'affaire, ce n'était donc plus un secret. Selon l'avocat des Chandler, c'était une très bonne nouvelle, et ils étaient gagnants dans tous les cas, car il expliquait que si la description correspondait, c'était parfait pour eux, et si elle ne correspondait pas, eh bien dans ce cas, ils auraient pu expliquer que le vitiligo étant une maladie évolutive, certaines taches auraient pu disparaître, voire se déplacer, et donc leur permettre ainsi de ne pas perdre la face devant le tribunal et les médias. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après cette séance photo du corps de Michael Jackson, aucune suite n'est donnée et aucun mandat d'arrêt n'est diffusé, car une description précise, corroborée par des photographies, aurait dû entraîner une arrestation immédiate de Michael Jackson, ce qui ne s'est jamais produit. Quelques jours après cette séance photo, l'agence de presse Reuters et le journal USA Today ont même cité des sources proches de l'enquête et disaient que la description faite par Jordan Chandler ne correspondait pas. Autre point important pour réfuter l'affirmation selon laquelle la description du garçon correspondait, Deborah Linden, l'adjointe au département du shérif de Santa Barbara travaillant sur l'affaire, dira également que Jordan avait déclaré que Michael Jackson était circoncis alors qu'en réalité il ne l'était pas, ce qui a d'ailleurs été confirmé lors de l'autopsie après son décès en 2009. Il convient également de rappeler que dans un mémo du procureur Thomas Snedden, il est indiqué 2 dates au cours desquelles Jordan Chandler aurait donné des éléments pour décrire les organes génitaux de Michael Jackson, à savoir en septembre et en décembre 1993, et que dans cet intervalle, le 26 novembre, les bureaux du dermatologue de Michael Jackson et celui de son chirurgien plastique ont été perquisitionnés et les dossiers de Michael Jackson saisis. Étonnamment, une interview en 2009 du docteur Richard Strike, c'est-à-dire le médecin mandaté pour assister à la séance photo, a révélé qu'il n'a finalement jamais été sollicité pour donner ses conclusions en tant que médecin mandaté pour l'enquête. En clair, il n'a jamais eu les photos et la description du garçon en sa possession pour les comparer aux clichés pris ce jour-là et donner ainsi ses conclusions en tant qu'expert. Plus troublant encore, c'est cette curieuse requête de l'avocat des Chandler datant de janvier 1994. Car dans cette étrange requête envoyée au tribunal et au camp Jackson, l'avocat offrait un choix multiple aux avocats de Michael, à savoir soit lui fournir les photos prises par la police lors de la fameuse séance photo, soit de faire de nouvelles photos, ou si ni l'un ni l'autre n'était possible, curieusement, d'exclure les photos du procès civil. Une demande très étrange donc, car en substance, l'avocat offrait la possibilité au camp Jackson d'exclure les photos du procès à venir. Et on peut très naturellement se questionner sur cette requête, car si la description faite par Jordan était absolument exacte et qu'ils étaient sûrs qu'elle était parfaite, pourquoi dans ce cas entrouvrir la possibilité de les exclure du futur procès ? Le procureur Thomas Snedden et ses collaborateurs ont toujours déclaré que les photos prises ce jour-là correspondaient à la description faite par Jordan. Car si elles correspondaient, cela aurait été un élément de poids pour l'accusation,
qui n'exploitera finalement jamais cette preuve. Alors là, soyons clairs, non. Et s'il y a bien un passage de la vidéo que vous devez regarder pour comprendre cette affaire, c'est bien celui-ci. Quand la plainte a été déposée par Evan Chandler et son avocat Barry Rothman, le camp Jackson a contre-attaqué en portant plainte pour tentative d'extorsion de fonds en août 1993, à cause des négociations financières entamées quelques mois plus tôt avant le dépôt de la plainte. À partir de là, Barry Rothman, qui avait assisté Evan dans cette tentative de tractation financière, ne pouvait plus être son avocat et a donc passé la main, tout en continuant de le conseiller dans l'ombre pendant le reste de cette affaire. Dans le même temps, Evan Chandler a fini par se rapprocher de son ex-femme June et de son nouveau mari Dave Schwartz, qui se sont finalement rangés du côté de Jordan. June déclarera plus tard qu'elle avait fait le choix de croire son fils. Un clan plus élargi autour de Jordan s'est donc créé, et ils se sont alors tournés vers une nouvelle avocate, Gloria Allred, qui a été engagée le 30 août 1993. Allred a rapidement fait une conférence de presse dans laquelle elle disait vouloir entamer au plus vite le procès criminel et faire témoigner Jordan Chandler devant un tribunal. Car, rappelez-vous ce que je vous avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, dans le cheminement classique d'une plainte aux États-Unis, il y a un procès criminel mené par l'État, représenté par le procureur, pour condamner une personne, et ensuite se tient un procès civil où la victime reconnue lors du procès criminel obtient alors des dommages et intérêts. Gloria Allred pensait donc suivre cette procédure, mais seulement quelques jours après avoir été engagée et après ses déclarations devant la presse, elle est finalement remerciée par les Chandler qui font appel à Larry Feldman, qui reprend immédiatement le dossier et relance en priorité la procédure civile au détriment de la procédure criminelle afin d'obtenir directement et rapidement des dommages et intérêts. Car Feldman profitait d'une faille dans cette affaire. En effet, la police ne trouvant pas de preuves, l'enquête criminelle prenait beaucoup plus de temps que prévu. Il faisait toujours plus d'auditions de témoins, continuait d'éplucher les affaires saisies, mais il ne trouvait rien permettant d'inculper Michael Jackson. En revanche, pendant ce temps, l'affaire civile continuait d'avancer beaucoup plus vite que l'affaire criminelle, si bien qu'à un moment donné, le juge a ordonné les dépositions en octobre 1993, obligeant de ce fait le camp Jackson à dévoiler leurs preuves et leurs témoins. Et c'est précisément là que va se jouer cette affaire. Car en obligeant les avocats de Michael Jackson à dévoiler leurs preuves et leurs témoins, eh bien cela donnait toutes les cartes en main au procureur Thomas Snedden avant la tenue du procès criminel. Snedden pouvait connaître à l'avance tous les témoins et toutes les preuves de la défense, et avait donc tout le temps de travailler son dossier pour contrecarrer un à un tous ces éléments. C'est précisément ce que j'expliquais dans ma vidéo de 2017, car à partir de ce moment-là, Michael Jackson n'avait plus la moindre chance d'avoir un procès équitable. À plusieurs reprises, les avocats de Michael ont demandé au juge que le procès civil n'ait pas lieu avant le procès criminel. J'avais également abordé ce point dans ma vidéo de 2017, à savoir que ces requêtes ont été rejetées bien qu'elles allaient à l'encontre des droits constitutionnels de Michael Jackson pour la tenue d'un procès équitable. De son côté, l'avocat des Chandler poussait pour que le procès civil ait lieu avant. Finalement, malgré les efforts des avocats de Michael, l'ouverture du procès civil avant le procès criminel était imminente. Et c'est à cet instant que ses avocats n'ont pas eu d'autre choix que de lui conseiller un accord financier. Car cet accord clôturait la procédure civile, protégeant donc de ce fait la défense de Michael Jackson pour le procès criminel. C'est d'ailleurs ce que disait l'article du New York Times datant du 26 janvier 1994. Les avocats du chanteur ont déclaré que les conseillers de M. Jackson avaient pesé les avantages et les inconvénients d'un règlement à l'amiable et ont décidé que c'était la seule option pour éviter une action civile, ce qui aurait forcé M. Jackson à témoigner devant le tribunal et réduire ses chances dans un éventuel procès pénal durant lequel il aurait eu une fois de plus à témoigner. Le versement de 15 millions de dollars a donc été effectué à Evan Chandler le 25 janvier 1994, après des négociations menées par l'avocat Johnny Cochran auprès des assureurs de Michael Jackson, qui ont donc réglé la somme. En effet, les assurances ont fonctionné car Michael Jackson avait dû annuler le reste de sa tournée pour pouvoir se défendre. C'est pour ça que cette somme n'a pas été réglée par lui personnellement, mais par ses assureurs. Malheureusement, une des conditions de cet accord était que le camp Jackson devait annuler sa plainte pour tentative d'extorsion de fonds,
Une plainte qui n'a curieusement jamais bénéficié d'une enquête de la part des autorités. Dos au mur, le camp Jackson n'a pas eu d'autre choix que d'accepter, bien qu'ils étaient conscients de la désastreuse image que ça allait donner dans l'opinion publique. Là encore, c'est totalement faux. Lorsque la procédure au tribunal civil s'est soldée par l'accord financier, comme je viens de l'expliquer, cet accord stipulait d'une part que cela ne valait pas d'un aveu de culpabilité de la part de Michael Jackson, mais n'empêchait pas la tenue d'un procès criminel où le garçon aurait pu témoigner et tenter de faire condamner Michael Jackson. L'avocat des Chandler, Larry Feldman, l'avait d'ailleurs déclaré au bureau du procureur. Voici d'ailleurs la déclaration du procureur au lendemain de cet accord financier. L'enquête criminelle sur le chanteur Michael Jackson est en cours et ne sera pas affectée par l'annonce du règlement de l'affaire civile. Le bureau du procureur du district croit sur parole maître Feldman que la victime présumée sera autorisée à témoigner et qu'il n'y a eu aucun accord en matière civile qui affectera la coopération dans le cadre de l'enquête pénale. Mais le fait est qu'après l'accord financier, le clan Chandler ne donnera plus aucune suite aux demandes du procureur de Santa Barbara Thomas Snedden, ni celle du procureur général de Los Angeles Gil Garcetti pour la tenue d'un procès criminel. Tout en essayant de convaincre Evan et Jordan Chandler de témoigner, entre février et avril 1994, Snedden et Garcetti ont tenté de présenter l'affaire devant les grands jurys de Santa Barbara et de Los Angeles. Le rôle d'un grand jury est d'examiner le dossier et les preuves du procureur afin de déterminer s'il peut y avoir suffisamment d'éléments pour la tenue d'un procès criminel. Les procureurs ont donc présenté leur dossier au grand jury, la description supposée des parties génitales faites par Jordan Chandler, les auditions, leurs rapports et même les témoignages de la mère de Michael Jackson, à qui on a par exemple demandé si Michael avait pu subir des opérations chirurgicales visant à modifier ses parties génitales pour qu'elles ne correspondent pas à la description faite par Jordan Chandler. Soit dit en passant, un élément supplémentaire prouvant que la description, selon toute vraisemblance, ne correspondait pas. Et par 2 fois, les grands jurys ont rejeté leur dossier et refusé la tenue d'un procès criminel. Malgré tout, les 2 procureurs ont refusé de clore leur dossier et ont continué d'essayer de trouver d'autres éléments et tenter de convaincre Jordan Chandler de témoigner, mais en vain. Le 21 septembre 1994, Snedden et Garcetti ont donné une conférence de presse dans laquelle ils annonçaient officiellement abandonner les charges contre Michael Jackson, leur enquête de 18 mois n'ayant mené à rien et le garçon refusant désormais de témoigner. Nous avons un témoin très important qui dit « Je suis désolé, je refuse et je ne témoignerai pas. Et je vous dis que s'il se présentait dans 1 mois, dans 2 mois et disait « Je suis prêt à témoigner, nous réouvrirons le dossier à ce moment-là. » Mais Jordan Chandler ne témoignera jamais et refusera également de témoigner lors du procès de 2005 où Thomas Snedden, qui était également le procureur pendant ce procès, tentera de sauver cette affaire en essayant de convaincre Jordan de témoigner et sauver ainsi le jeune accusateur d'un procès qui était en train de tourner au fiasco. Jordan avait donc parfaitement le droit de témoigner, mais il ne donnera aucune suite aux sollicitations. C'est faux, Jordan Chandler n'a jamais avoué avoir menti pendant cette affaire de 1993. C'était simplement une fake news qui a été relayée sur les réseaux sociaux et sur certains sites, mais ce qui est sûr c'est qu'il ne s'est jamais plus exprimé sur cette affaire et qu'il refusera toujours de témoigner contre Michael Jackson. Il faut cependant rappeler un point important. Quand Thomas Snedden a tenté de convaincre Jordan Chandler de témoigner lors du procès de 2005 pour tenter de sauver son affaire, Tom Mesereau, l'avocat de Michael Jackson, a révélé qu'il avait plusieurs témoins prêts à venir à la barre pour déclarer sous serment qu'ils avaient entendu Jordan Chandler dire que ces accusations étaient fausses et orchestrées par son père. Mais Jordan refusant de témoigner, ces témoins n'ont finalement jamais été appelés à la barre. Évidemment, cette affaire a été désastreuse pour l'image de Michael Jackson et les médias ont traité ce dossier de manière complètement partiale. Les médias ont fait comme d'habitude, à savoir du sensationnalisme quand cette affaire a éclaté, mais ils n'ont jamais expliqué pourquoi cet accord financier avait été conclu. Dans leur manière de présenter le dossier, ils ont sans scrupule laissé penser que Michael Jackson avait acheté le silence de sa victime,
sans expliquer pourquoi, sans expliquer aucun détail juridique, sans même citer le procureur au moment de cet arrangement financier. Michael Jackson a pu à cette occasion mesurer la puissance destructrice des médias qui ne lui ont laissé aucune chance. Les rares articles qui ont relaté le cœur de l'affaire ont été noyés dans un tsunami médiatique qui a été sans complaisance envers Michael Jackson et lui faisant ainsi payer ses bizarreries et son silence dans la presse. Et malheureusement, quand on voit aujourd'hui certains commentaires dans des émissions de télévision ou dans les médias en général, on se dit que ce travail de désinformation de la part de personnes qui sont censées nous exposer concrètement des faits est très préoccupant. Et bien évidemment, dans le contexte actuel avec le mouvement MeToo ou plus récemment en France avec les différentes affaires dont on a pu entendre dans la presse, on se rend compte que c'est un sujet très sensible et qu'il faut toujours faire très attention quand on aborde ce type de dossier. Mais j'avais envie aujourd'hui de rétablir certains faits sur cette affaire. Peut-être que ces faits vous auront convaincu, peut-être pas, mais en tout cas, vous ne pourrez pas dire maintenant que vous ne connaissez pas la totalité du dossier, ni la totalité du parcours judiciaire de la famille Chandler et de la défense du camp Jackson. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, ciao.